et l'exposition aux acariens, je disais il y a quelques instants. Paradoxalement, nous sommes en période de Covid, paradoxalement, les malades qui sont asthmatiques qui sont atteints par la Covid-19 n'ont pas vu une exacerbation de leurs symptômes plus que normalement. Ça, c'est un paradoxe, et pourtant, il s'agit d'une infection virale sévère. Pour l'instant, on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'à la fin de cette pandémie, on aura plus de renseignements. Alors, quand vous avez ces crises ou ces exacerbations, il y a, au lieu de recourir systématiquement à l'utilisation abusive des bronchodilatateurs de courte durée d'action, c'est-à-dire les SABA, nous avons deux possibilités. On peut doubler la dose du traitement de fond durant une période donnée. Là, on a mis une année, ça peut être 6 mois, 3 mois, et revoir le malade quelque temps après. Ça, c'est une possibilité. C'est-à-dire, au lieu d'abuser de l'utilisation des SABA, et on verra quels sont les effets secondaires des SABA, au lieu d'abuser d'utiliser donc les SABA, on peut doubler la dose du traitement de fond des malades. La deuxième possibilité, c'est de maintenir le traitement de fond quotidien et de donner ce même traitement en cas d'exacerbation, pour soulager justement les symptômes. Ça, c'est une approche nouvelle qui remonte déjà à quelques années, qui a montré son efficacité. Mais pour l'instant, ce n'est pas très bien appliqué un peu partout. Alors, GINA, donc, comme vous le savez, a proposé en 2019 un traitement, plutôt une approche par palier, qui est donc une approche très ancienne maintenant, en 5 paliers. D'abord, je voudrais mettre un bémol, malheureusement pour nous, pour l'Algérie, le palier 5, je commence par la fin, le palier 5, pratiquement, je peux dire, qui n'existe pas chez nous. C'est pas qu'il n'y a pas de malades au palier 5, mais nous n'avons pratiquement pas la thérapeutique du palier 5, à part la corticothérapie orale. Nous n'avons pas l'utilisation, donc nous n'avons pas les anti-IL5, les anti-IL4, encore malheureusement les anti-IgE, c'est-à-dire le solaire, même s'il existe ici et là, mais il n'est pas largement disponible dans notre pays. Ce qui veut dire que nous avons des malades qu'on va traiter selon les recommandations GINA du palier 1 jusqu'au palier 4. Alors, souvenez-vous, avant 2019, c'est-à-dire jusqu'en 2015-2017, le palier 1 et les traitements réservés au palier 1, c'était les bronchodilatateurs de courte durée d'action en cas de nécessité, c'est-à-dire en cas de symptômes. Et puis, on pouvait donner comme traitement optionnel, on pouvait donner une corticothérapie inhalée à faible dose. Mais ça, c'était avant 2019. Et à partir de 2019, enfin 2018-2019, le palier 1, le GINA recommande l'utilisation des SABA à la demande, plutôt les bronchodilateurs, les CSI à faible dose qu'on peut utiliser à chaque fois qu'on utilise les SABA. C'est-à-dire chaque fois que nous avons besoin d'utiliser, il y a des symptômes qui nécessitent l'utilisation des bronchodilatateurs de courte durée d'action, on peut y associer une corticothérapie inhalée à faible dose. Mais en traitement privilégié, le GINA recommande pour le palier 1 le recours à la corticothérapie inhalée à faible dose avec le formoterol. Malheureusement, il n'y a pas pour l'instant d'autorisation de mise sur le marché pour ce palier. Mais je vous avoue une chose, c'est que ces recommandations ne sont pas très largement plutôt appliquées actuellement. Je pense que tous nos collègues, moi-même, avons utilisé, et nous utilisons toujours depuis des années, l'association, même au palier 1, ce qui fait que je pense que ces recommandations sont venues, c'est vrai que sur la base des données scientifiques, c'est-à-dire après avoir constaté que l'inflammation bronchique existe même dans les formes les plus légères, ce qui fait que nous recommandons l'utilisation de la corticothérapie inhalée
même à la forme légère, mais ceci a été déjà constaté en clinique, ce qui fait que beaucoup de praticiens utilisaient la corticothérapie inhalée dès le premier stade, c'est-à-dire dès la forme légère. Avant 2019 également, le palier 2, qu'est-ce qu'on recommandait? On recommandait également la corticothérapie inhalée à faible dose ou bien en traitement optionnel des antagonistes des récepteurs des leucotriènes, des antileucotriènes ou la thiophiline. La thiophiline, vous avez remarqué qu'à partir de 2018, elle a pratiquement disparu du tableau de ce tableau des recommandations GINA. On n'a plus de thiophiline, on l'utilise plus. De toutes les façons, en pratique de routine, moi personnellement, je l'utilise plus jamais depuis très longtemps, depuis fort longtemps. Mais à partir de 2019, les recommandations ont pratiquement changé pour le palier 2. Pour le palier 2, il est recommandé aujourd'hui de prescrire la corticothérapie inhalée à faible dose de façon quotidienne, ou bien, au besoin, et ça c'est une nouveauté, au besoin, une corticothérapie inhalée associée au formoterol. C'est un traitement qui, selon les études, donne de très bons résultats. Malheureusement, on n'a pas toujours l'AMM dans ces cas-là. Alors, à partir du stade 3, vous avez l'apparition ou l'introduction des bronchodilatateurs de longue durée d'action associés au CSI à faible dose. Et en traitement optionnel, on peut donner les CSI, c'est-à-dire la corticothérapie inhalée de moyenne ou de moyenne dose ou de faible dose, mais à ce moment-là associée aux antagonistes des récepteurs des leucotriènes, les antileucotriènes. Ensuite, la stratégie consiste, quand les symptômes ne sont pas contrôlés, de passer au stade 4 ou palier 4, et à ce moment-là, on augmente uniquement les doses des CSI associés aux bronchodilatateurs de longue durée d'action. Enfin, si on ne contrôle pas bien le malade à ce moment-là, on passe au palier 5. Malheureusement, je vous ai dit au départ que le palier 5, le traitement pour le palier 5 fait défaut chez nous, malheureusement, à part dans quelques cas les anti-IgE et bien entendu la corticothérapie orale. Là, je vous ai fait un petit rappel, un panorama de ces paliers, et bien sûr, vous voyez en bas qu'on peut utiliser à la demande comme traitement de secours une corticothérapie inhalée associée au formoterol à faible dose ou bien des sabats à la demande. Mais les sabats à la demande aujourd'hui sont doivent être de plus en plus abandonnés au profit justement de l'association CSI formoterol à faible dose. Finalement, donc si je venais à me résumer un petit peu concernant ce tableau, la corticothérapie inhalée associée au formoterol devient, depuis 2019, le traitement à la demande, devient le traitement de premier choix pour soulager les symptômes et qui viennent donc déplacer ou délocaliser le recours qu'on avait jusque-là pour les sabats à la demande. Deuxième chose, c'est que les bronchodilatateurs de courte durée d'action, c'est-à-dire les sabats, ne constituent plus le traitement de choix pour soulager les symptômes. C'est pour ça qu'il faut un petit peu faire attention aujourd'hui. Pourquoi tout cela? Parce qu'il y a eu des abus. Je vais vous donner dans quelques instants une slide qui va vous montrer la consommation chez nous de ces sabats. C'est un chiffre qui fait peur. Alors, les GINA recommandent, plutôt nous indiquent que si nous avons l'utilisation de plus de 3 flacons de sabbat par année, cela veut dire que vous avez un problème avec le contrôle. Ça veut dire que vous avez un risque d'exacerbation sévère. Là, il faut faire attention, il faut tirer la sonnette d'alarme, revoir tout cela. Maintenant, là où ça ne bouge pas du tout, c'est en cas d'asthme d'effort. En cas d'asthme d'effort, effectivement, il est recommandé d'utiliser justement les sabbats avant l'effort et peut-être juste à la fin de l'effort. Je vous ai mis rapidement la classification selon la sévérité. Rappelez-vous, avant 2015, la classification de l'asthme, c'était en asthme intermittent et asthme persistant. Et l'asthme persistant se scindait en asthme persistant léger, modéré et sévère. Aujourd'hui, la classification de sévérité a pratiquement complètement changé. La sévérité dépendra de la charge thérapeutique en fonction de ce que vous utilisez comme médicament. Si vous êtes obligé d'utiliser la corticothérapie
inhalés à faible dose pour contrôler les malades, vous êtes en palier 1 ou 2. Et si vous êtes obligé d'utiliser une corticothérapie inhalée à faible dose associée au LABA, vous êtes au palier 3. Maintenant, si vous êtes obligé d'utiliser des doses élevées de corticothérapie, inhalée avec des LABA, et malgré cela, vous avez des difficultés pour contrôler les symptômes, là, vous êtes au palier 4 ou 5. Donc, c'est en fonction de votre charge thérapeutique, les médicaments et les doses nécessaires pour contrôler les symptômes que vous allez classer le malade. Donc, le classement viendra après l'utilisation de ces médicaments. Je vous parlais il y a quelques instants de l'utilisation des bronchodilatateurs chez nous. Toujours selon le travail de thèse du professeur Tijani Hassan Haddad, en 2017, ils ont donc constaté que chaque bénéficiaire asthmatique traité a consommé en moyenne 9 boîtes de SABA pour l'année 2017. Souvenez-vous, je vous ai dit que les recommandations avaient mis le chiffre limite de 3 boîtes par année. Sans quoi, qui sont assurés, qui achètent, acheter ne veut pas dire consommer, qui achètent plus de 9 boîtes par an. Et vous savez très bien que les Algériens utilisent justement la carte Chifa pour aider leurs proches, et donc ils leur donnent quelques boîtes. Ça, c'est d'une part. D'autre part, les malades qui n'ont pas suffisamment de revenus pour acheter les bronchodilatateurs de longue durée d'action et les formes associées, eh bien, ils auront recours facilement aux bronchodilatateurs de courte durée d'action. Mais cela ne figure pas justement dans ce travail de test, puisque là, il s'agit uniquement des sujets qui sont des assurés sociaux. Alors, ces bronchodilatateurs de courte durée d'action, comment ils agissent? Ils agissent justement ils agissent en favorisant le stockage du calcium dans le cytoplasme et donc entraînent une relaxation donc, du muscle lisse bronchique, ce qui va entraîner donc une amélioration ou une réduction des symptômes de façon immédiate. Et ce qu'il faut savoir également quand on utilise des bronchodilatateurs de courte durée d'action par voie inhalée, donc par voie locale, c'est que les concentrations bronchiques sont élevées, mais les concentrations plasmatiques, elles, sont faibles, ce qui fait que le rapport bénéfice et risque est élevé. C'est une bonne chose. Par contre, les effets indésirables qui sont rapportés en cas d'abus de la voie inhalée, ou bien en cas d'utilisation de la voie générale. Et là, les malades qui utilisent beaucoup les SABA, même par voie inhalée, auront des effets secondaires à type de tremblement des extrémités, de palpitations, de tachycardie. Les risques d'effets indésirables cardiaques vont augmenter en cas d'administration à forte dose par voie nébulisée également, notamment si on utilise la terbutaline, ou par voie également AG, ou les sujets qui ont des antécédents cardiovasculaires. La première chose qu'il faut en fait retenir quand vous avez un malade qui consomme beaucoup de bronchodilatateurs de courte durée d'action, c'est qu'il faudra évoquer à ce moment-là une décompensation de son asthme et réévaluer le traitement anti-inflammatoire. Si le malade a le besoin ou sent le besoin de recourir fréquemment à ce type de médicaments, cela veut dire qu'il a des symptômes. S'il a des symptômes, ça veut dire que la maladie n'est pas contrôlée. Si elle n'est pas contrôlée, ça veut dire que soit il ne prend pas d'anti-inflammatoires inhalés, soit il ne les utilise pas bien. Ça, on verra également notre conduite à la fin. Il faut savoir également que la réponse à ces médicaments, la réponse, elle est variable. Elle est variable, pourquoi ? Cela dépendra cela peut être dû parce qu'il y a une déstructuration de ces récepteurs par l'inflammation. Vous savez que lorsqu'il y a une inflammation bronchique chronique, ça détruit pratiquement la muqueuse, ça met à nu cette muqueuse et ça déstructure justement ces récepteurs des bêta-2 agonistes. De plus, soit au polymorphisme qu'on constate de ces récepteurs qui peuvent subir une mutation. Et ça peut être dû également à
l'obstruction de la muqueuse bronchique par l'inflammation, mais souvent c'est dû à la mauvaise utilisation des dispositifs d'inhalation. Ça, c'est la cause la plus fréquente qui fait qu'il y a une variabilité de la réponse à ces bronchodilatateurs. Justement, je disais, pour réduire l'utilisation, après avoir bien entendu vérifié la technique d'inhalation, pour réduire l'utilisation de ces sabbats, il faudra recourir de façon régulière la corticoïde réduit plutôt, plus fréquemment réduit le nombre d'exacerbations et entraîne une augmentation plus conséquente du VMS. Ça a été constaté également en 2002 dans cette étude. Et lorsqu'on utilise le budesonide, par exemple, associé au bronchodilatateur de longue durée d'action, et lorsque le budesonide est à 800 microgrammes, il entraîne une augmentation plus conséquente, plus importante du VMS que lorsqu'il est utilisé à faible dose. Une méta-analyse également a montré, sur 12 études randomisées qui a été publiée en 2005 sur le thorax, a montré que l'utilisation des CSI avec les bronchodilatateurs de longue durée d'action entraîne une réduction du nombre d'exacerbations, elle entraîne une réduction de la consommation des bronchodilatateurs de courte durée d'action et elle améliorait également le DEP matinal, c'est-à-dire elle améliorait la fonction respiratoire. Donc, vous voyez tout l'intérêt d'utiliser la corticothérapie inhalée, surtout quand elle est associée aux bronchodilatateurs de longue durée d'action. Alors, finalement, avant de recourir facilement à l'augmentation ou à l'usage excessif des bronchodilatateurs de courte durée d'action, quand vous avez un malade, un asthmatique qui est mal contrôlé, il faut savoir se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est quoi? C'est rechercher les facteurs aggravants, rechercher une maladie associée, une comorbidité, parce qu'on sait aujourd'hui que lorsqu'il y a une comorbidité, si elle n'est pas à l'asthme, quand elle n'est pas traitée en même temps que l'asthme, eh bien l'asthme est mal contrôlé. Et enfin, et ça c'est rare, mais il faut savoir les rechercher, les formes particulières de l'asthme. Généralement, les formes particulières de l'asthme font donc que l'asthme soit un asthme sévère. Mais la première chose, fréquemment, ce qu'il faut rechercher, c'est les facteurs aggravants, qui sont d'abord, surtout chez les sujets de sexe féminin, le déni de la maladie. Là, il ne faut pas se contenter de dire au malade, vous avez un asthme, voilà le traitement, prenez-le, voilà comment on le fait. Il faut prendre en considération, surtout chez les jeunes filles, et certains patients également, prendre en considération le côté psychologique. Souvent, des malades, surtout de sexe féminin, refusent de reconnaître cette maladie. Si vous ne reconnaissez pas que vous êtes malade, que vous êtes asthmatique, eh bien, vous n'allez pas prendre correctement votre traitement. Surtout, moi, j'ai été souvent confronté à ce problème chez les jeunes filles en âge de se marier, ou surtout quand elles vont se marier, elles cachent cette maladie, elles cachent l'utilisation des bronchodilatateurs, notamment donc les bronchatoires, sous prétexte que le mariage n'aura pas lieu. Donc là, c'est à nous, avec les psychologues, à faire en sorte que cette maladie soit bien acceptée pour que le malade accepte de prendre son traitement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'il faut rechercher, c'est l'observance au traitement. Le malade doit prendre son traitement. Quand on est sûr qu'il prend bien son traitement, il faut vérifier la technique de prise du traitement, notamment quand il s'agit de donner des sprays. Là, il faudra à chaque consultation revoir comment le malade prend ses sprays. Et ensuite, rechercher les comorbidités, c'est-à-dire les comorbidités les plus fréquentes, la rhinosinussite, les polyposes, l'obésité, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et enfin, rechercher également les facteurs de l'environnement, notamment l'utilisation du tabac, il y a des asthmatiques qui fument, ou bien le tabagisme passif. Et enfin, vous devez rechercher, si vous avez tout maîtrisé, avant d'oublier, rechercher également la prise de certains médicaments. Certains médicaments, même si c'est plus rare aujourd'hui puisque nous avons des médicaments qui n'ont pas un tropisme bronchique, notamment les bêta-bloquants, mais il faut savoir les rechercher. Les bêta-bloquants, l'utilisation des bêta-bloquants et notamment les allergies aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, notamment l'aspirine et l'utilisation des IEC. Là, il faudra savoir les rechercher parce que ça peut être un facteur qui aggrave l'asthme. Et enfin, si vous avez tout contrôlé, et malgré cela, le malade présente toujours des symptômes, savoir rechercher certaines formes particulières de l'asthme, notamment l'asthme associé au vascularite, Gerber-Strauss, Wegener, etc., la mucoviscidose, parce que à ce moment-là, la prise en charge, si vous êtes médecin généraliste, il est préférable de confier ces malades aux médecins spécialistes. Enfin,
Si la prise en charge de l'asthme, quand il n'est pas contrôlé selon les recommandations les plus récentes GINA 2019, là, il suffit de consulter les recommandations GINA. Je les ai un petit peu simplifiées pour retenir mieux. Alors, d'abord, il faudra regarder si le patient utilise bien son inhalateur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut, si le malade utilise bien les bronchodilatateurs et malgré cela, il est toujours mal contrôlé, il faut voir si on est réellement devant un asthme. Alors, c'est simple, si vous avez un jeune et vous n'arrivez pas à contrôler, vérifiez si réellement il s'agit d'un asthme d'abord. Si c'est un vieux, ne faites pas la confusion avec la bronchopneumopathie chronique obstructive. Ça, c'est pour simplifier. Troisième chose, c'est d'éliminer les facteurs de risque et traiter les comorbidités. Notamment, je vous ai cité le tabac, les bêta-bloquants, etc. Quatrième chose, envisager une augmentation. C'est à ce moment-là que vous allez envisager une augmentation progressive du traitement et non pas des sabats, du traitement de fond, c'est-à-dire la corticothérapie inhalée. Et enfin, si vous n'arrivez pas à contrôler malgré tout cela, adressez le patient, si vous êtes un médecin généraliste ou bien un omnipraticien ou bien un spécialiste, mais pas de pneumologie, adressez ce patient à un centre qui s'occupe des asthmes sévères. Vous allez me dire, ça n'existe pas chez nous. Chez nous, il suffit de confier ce malade à un spécialiste de pneumologie. Certains centres hospitaliers prennent en charge justement les asthmes sévères, même si nous n'avons pas suffisamment de traitement du palier 5 qui est réservé pratiquement à l'asthme sévère. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que je n'ai pas été trop long et que j'ai été assez clair. Maintenant, si j'ai des questions, je pourrais vous répondre. Et encore une fois, je vous remercie, vous, l'Académie, plutôt le forum. Et je remercie également les laboratoires qui ont fait que ce webinaire ait lieu, et particulièrement le laboratoire AstraZeneca qui sponsorise cette présentation. À vous, Dr Dahaba. D'accord.